Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Pro Revenge. L'histoire suivante est postée par Jog BBC Boy. À peu près au moment où j'ai obtenu mon premier emploi à plein temps et terminé l'université, j'ai décidé que j'étais prêt à m'aventurer et à commencer à faire des rencontres. J'avais entendu parler de cette application incroyable par quelques-uns de mes collègues de travail. Une petite chose appelée Tinder. Alors j'ai décidé de tenter le coup. Après environ une semaine sur l'application, j'ai finalement trouvé une femme que nous appellerons Talia. Talia vivait dans une autre ville que la mienne, mais le jour où on pouvait se voir, elle a dit qu'elle rendait visite à un cousin. Nous nous sommes envoyés des messages via l'appli, et après avoir vérifié qu'elle était réelle grâce à ses profils Facebook et Instagram, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Elle a dit qu'elle était employée à plein temps, qu'elle avait un appartement et sa propre voiture, et qu'elle était toujours célibataire, on ne sait comment. Nous avons parlé pendant environ 2 semaines au téléphone, toujours le soir après le travail, avant d'avoir enfin la possibilité de nous rencontrer lorsque nos emplois du temps correspondaient. J'ai conduit ma Honda Civic de 1996 complètement déglinguée jusqu'à sa ville. J'ai passé le vendredi soir là-bas, et le matin, nous avons pris le petit déjeuner à Waffle House. Talia avait son propre appartement, cependant, elle vivait à côté de sa grand-mère, que je devais maladroitement rencontrer le lendemain matin. Talia m'a appris que sa voiture était en fait au nom de sa grand-mère et que son appartement était au nom de son cousin. Elle est allée jusqu'à me montrer des portraits de famille avec son cousin, à parler de son ex violent et a même partagé avec moi de façon embarrassée comment sa buanderie était infestée de mouches et de cafards. Nous avons officiellement changé nos statuts sur nos applis de rencontre ce jour-là. N'oubliez pas que c'était ma première relation depuis presque 4 ans, alors j'étais excité. L'arnaque. Talia m'a aussi dit ce jour-là qu'elle avait été renvoyée du travail environ une semaine plus tôt, mais qu'elle était trop embarrassée pour me le dire. J'ai demandé comment elle avait fait pour payer ses factures, et elle a répondu que sa grand-mère et son père l'avaient aidée. Talia a demandé si je pouvais l'aider à faire le paiement de sa voiture, qui était due ce week-end. J'ai refusé. Elle m'a alors expliqué qu'elle pouvait obtenir un prêt sur salaire, ce qui est interdit dans notre état, et qu'elle pourrait le mettre sur mon compte courant. Je me sentais mal à l'aise et j'ai demandé s'il y avait un autre moyen pour elle d'obtenir le prêt. Talia a répondu qu'elle ne pouvait pas utiliser les comptes de sa grand-mère ou de son père parce qu'elle s'était fait griller par le passé. J'ai trouvé ça bizarre, mais elle a commencé à pleurer. J'ai donc appelé ma banque, où j'ai un compte depuis la fin du lycée, et j'ai ouvert un compte courant commun. J'ai donné à Talia le nouveau numéro de compte. Talia a contacté une société de prêt sur salaire en Alabama, et le dimanche matin, elle avait les fonds sur le compte. Conformément à notre accord, je lui ai donné l'argent. Talia a promis de rembourser le prêt dans les 2 semaines. J'avais des réserves, mais je suis rentré chez moi et j'ai repris le travail lundi. Talia m'a appelé le mercredi et m'a dit qu'elle avait un nouveau travail. Je lui ai demandé si elle avait réglé le prêt sur salaire avec sa première paie. Elle m'a dit que c'était le cas, mais on m'a quand même débité 47$ 2 semaines après qu'elle ait soi-disant réglé. J'ai appelé ma banque pour vérifier que le prêt était à son nom, et j'ai annulé le débit du prêt sur salaire car je n'étais pas la personne qui avait signé. Talia et moi avons convenu de nous rencontrer le week-end du Memorial Day, 2 semaines plus tard. Elle a déclaré que son père lui avait donné un chèque pour le montant total du prêt, 1800$, et qu'elle le déposerait dans ma banque près de chez elle. Comme un idiot, je l'ai laissé déposer le chèque juste avant le week-end du Memorial Day. 2 semaines plus tard, la société de prêt sur salaire a facturé 47$ de plus des frais de retard, et encore 47$. Le chèque de 1800$ a été refusé. Talia a cessé de répondre à mes appels et m'a bloqué sur tout. J'ai appelé ma banque et les ai informés que j'étais victime d'une fraude. En quelques heures, mon compte courant principal, sur lequel mon salaire avait été versé, mon compte d'épargne, avec 800$ d'économie pour une nouvelle voiture, et le nouveau compte courant ont été fermés. Mon meilleur ami de l'université, nous l'appellerons Clark, a découvert que Talia avait 2 comptes sur chaque réseau social. Celui qu'elle partageait avec moi, et celui sur lequel elle avait un petit ami. Son cousin des photos de famille était en fait son petit ami depuis le lycée. Talia avait 22-23 ans. Son petit ami, nous l'appellerons Jason, était en prison, mais d'après leurs publications sur les réseaux sociaux, elle lui rendait visite une fois par mois au minimum, et avait prévu de l'épouser. J'ai passé des jours à essayer de récupérer mes comptes et mon argent. L'un des représentants de ma banque, ainsi que Clark et ma mère, m'ont conseillé de porter plainte pour fraude. Ma banque m'a envoyé par courrier une copie du chèque sans provision à des fins d'enquête criminelle,
et elle indiquait le nom de Jason et non celui du père de Talia comme propriétaire du chèque. C'est alors que j'ai décidé de me venger. La vengeance. Comme mentionné précédemment, l'appartement de Talia avait une infestation mineure de cafards et de mouches dans sa buanderie. Pendant que je passais par les agences juridiques pour porter plainte pour falsification du chèque, fraude, etc., j'ai trouvé le nom et le numéro de téléphone du complexe d'appartements de Talia. J'ai laissé un message à la direction du complexe d'appartements indiquant que Talia et sa grand-mère avaient toutes deux des appartements crasseux. Dans la semaine qui a suivi, Clark m'a montré que Talia avait posté une demande de logement temporaire pour elle et sa grand-mère, puisque ses parents ne la laissaient pas emménager. La société de prêt sur salaire où Talia avait emprunté a commencé à m'appeler, car Talia leur avait donné mon numéro de téléphone au lieu du sien, et ils n'avaient pas encore reçu le paiement. À l'époque, j'étais encore en train d'examiner mes options juridiques. Un jour, j'ai répondu, et j'ai informé le représentant que Talia avait utilisé frauduleusement mon compte courant. Le représentant qui m'a appelé m'a transféré à leur service juridique, qui était très intéressé. Il s'est avéré que la grand-mère de Talia et son père devaient de l'argent à la société de prêt sur salaire. Ce n'était pas beaucoup séparément, mais la société de prêt sur salaire avait suffisamment de preuves, avec ma demande, que Talia était la meneuse en utilisant les comptes de sa famille. J'ai remis mes preuves, notamment les SMS de Talia promettant de payer, la copie du chèque sans provision et mes relevés bancaires. À la fin de l'année, Talia a été arrêtée pour plusieurs chefs d'accusation. Sa grand-mère et son père ont également été arrêtés, mais ont accepté un arrangement pour des peines moins lourdes en échange de la remise de preuves contre elle. Je n'ai pas eu à témoigner au procès, mais je me suis tenu informé. La grand-mère de Talia a eu une petite crise cardiaque lorsqu'elle a été arrêtée, et on a eu une plus importante pendant le procès. Je ne sais pas si sa grand-mère a vécu ou est morte après le procès. Malgré cela, Talia est allée en prison pour plusieurs chefs d'accusation, et purgera plus de 10 ans derrière les barreaux. Eh bah ça a l'air d'être une sacrée famille et on sent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. L'histoire suivante est postée par Lago Morflover. J'ai travaillé dans une chaîne de salons de coiffure aux États-Unis. Pour le salaire minimum, plus les pourboires, nous étions payés selon une échelle progressive. Plus on faisait de coupes, plus le salaire horaire était élevé. Puis, pour la rentrée des classes, nous avons commencé à offrir des coupes de cheveux à $10. C'est idiot de proposer une grosse réduction pour la rentrée des classes, car c'est à ce moment-là que tout le monde a besoin d'une coupe de cheveux. Mais peu importe. Sauf que pour annoncer cette promo, nous avons dû nous tenir sur un escabeau branlant et accrocher une bannière de 3 mètres de long et 1 mètre de large sur le toit de notre magasin. L'escabeau à lui seul rendait la tâche dangereuse, mais en plus, le trottoir était inégal. Notre directeur a insisté pour que nous le fassions 2 fois par jour, ouverture et fermeture, au cas où quelqu'un volerait la bannière. Parce que, certainement, quelqu'un voudrait voler une bannière avec notre logo qui dit « coupe de cheveux à $10 ». C'était ennuyeux, mais j'attendais avec impatience ma prochaine paie. Je faisais beaucoup de coupes par heure, ce qui aurait dû signifier un salaire horaire et un chèque de paie plutôt important. Sauf que ce n'était pas le cas. Cette remise de $7 pour une coupe de cheveux, elle a été déduite dans les calculs pour le salaire horaire et nous avons fini par gagner beaucoup moins que d'habitude. Je travaillais là depuis des années, et c'était la plus petite paie de rentrée des classes que j'avais jamais vue. J'y suis allé le lendemain et j'étais furieux. Ce matin-là, une collègue de travail qui était une vraie bavarde et moi étions dehors pour installer la bannière. C'était mon tour de me tenir sur l'escabeau branlant et j'ai dit que j'étais content que ce soit la dernière fois que je fasse ça. J'étais tout à fait prêt à faire une blague sur le fait que j'allais tomber et m'ouvrir le crâne, quand l'idée d'une petite vengeance m'est venue à l'esprit, et je l'ai rapidement exécuté. Quand elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit de ne le dire à personne, mais que j'avais accepté un emploi dans un autre salon avec des horaires fixes, une commission plus élevée et $5 de plus par heure. J'ai dit que j'avais prévu de donner mon préavis de 2 semaines, mais qu'ils avaient besoin que je commence plus tôt, alors j'allais travailler le week-end et ne pas revenir. Cela nous laisserait en sous-effectif pour la rentrée des classes. Après avoir répété qu'elle ne pouvait en parler à personne et surtout pas à notre patron, elle a accepté. Je suis parti tôt ce jour-là, et lors de mon prochain service, ma patronne m'a fait entrer dans son bureau. Elle m'a dit qu'elle avait entendu une rumeur selon laquelle je partais pour travailler dans un autre salon. Je lui ai dit que j'avais une bien meilleure offre ailleurs, mais que si elle pouvait l'égaler, je serais ravi de rester. Elle a dû appeler notre chef de district au sujet de l'augmentation, mais elle m'a dit que je pouvais travailler avec des horaires fixes à partir de la semaine suivante.
Avant, je travaillais jusqu'à 21h certains jours et commençais à 9h le lendemain. L'horaire imprévisible rendait la recherche d'une garde d'enfants très difficile. J'étais constamment classé deuxième en termes de vente pour notre magasin et le district. Alors, le chef de district a approuvé l'augmentation et je suis resté 50 plus. Ce qui signifie que j'ai reçu un salaire supplémentaire de 39 000 $ pour avoir accidentellement révélé mon secret à la commère du salon. J'ai également reçu une commission de 20% sur les 500 à 1000 $ de produits vendus par semaine. Jolie somme. La vengeance. J'ai aussi commencé à imprimer mon bordereau de vente de la veille au début de chaque service, car la paie réajustait nos salaires lors des réductions. Je pouvais alors sortir mon dossier et les contester. Selon le service de paie, il n'y avait rien à faire. Je suis resté 50 plus, soulevant le problème sporadiquement, jusqu'à ce qu'il ramène le prix des coupes de cheveux à 10 $ et que je démissionne. Quelques mois après mon départ, j'ai appris qu'un autre employé dans un autre état avait intenté un recours collectif, et j'ai reçu une lettre me demandant si je voulais en faire partie. J'ai accepté, et l'avocat a adoré recevoir 50 documents, de mails de l'entreprise et du service de paie, etc. Ils ont dû passer en revue tous mes salaires et me compenser pour la différence. Cela incluait l'ajout des coupes de cheveux gratuites, programme de récompense, et des coupes de cheveux à prix réduit au montant total, augmentant le salaire horaire. 19 cents de l'heure ici, 30 cents de l'heure là, et ça s'est additionné. Et malgré le fait que l'argent reçu par le recours collectif lors de l'accord ait été divisé avec beaucoup de personnes, j'ai reçu 10 000 $ en plus de mon salaire ajusté, qui était environ la moitié du montant de l'accord. Donc on a une entreprise qui fait des promotions sur le dos des employés. Le produit est pas moins cher parce que l'entreprise réduit sa marge. Le produit est moins cher parce que l'ouvrier, l'employé, est payé moins. C'est visiblement illégal vu qu'ils ont gagné leur recours et d'un côté ça me rassure. Imaginez l'entreprise, ce mois-ci, c'est les soldes, vous serez payé moitié moins cher. Si c'était possible de fonctionner comme ça, je comprends pas pourquoi ils étaient pas tout le temps en période de solde. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne et la faire grandir. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.